venons de connaître une crise exogène assez inédite. Elle va impacter durablement l'économie mondiale. Cependant, depuis le 18 mars, on assiste à une remontée assez fulgurante des marchés. Prenons par exemple le S&P 500 à plus 35 ou l'Eurostoxx à plus 28%. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Alors, on l'avait déjà parlé de ce sujet-là au dernier webinaire. Et l'idée principale était de dire que le rebond des marchés ne viendrait pas d'un signal macroéconomique, qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que l'économie soit ouverte pour investir et pour assister à un rebond. On a cherché, et c'est pour ça qu'on a même développé une dizaine d'indicateurs qui ont été d'ailleurs complétés par de nouveaux indicateurs, on les verra tout à l'heure. Il fallait chercher au sein même des forces du marché le moment où il faudrait réinvestir, et on attendait également un peu une accalmie du côté du virus, et de s'apercevoir que le fameux R0 était en dessous de 1 et que la progression de l'épidémie passait sous l'oblique, donc en termes mathématiques, que la dérivée seconde devenait négative. D'accord. Alors justement, tu nous parles un peu des indicateurs. Est-ce que tu peux nous faire un peu le point sur ces différents indicateurs, nous montrer un peu où ils en sont? Alors, allons sur la présentation. Hop. Voilà, donc on voit progressivement, alors je vous ai mis le film des indicateurs pour montrer un peu leur évolution depuis leur mise en place, où effectivement les premiers à s'allumer au vert étaient le 3 avril, donc c'était pas un mauvais timing, c'est un excellent timing pour commencer à réinvestir, et petit à petit, je vous ai mis en bas le pourcentage d'indicateurs qui s'allumaient au vert. On a eu une augmentation de ces indicateurs, et donc si on ne suivait que ces indicateurs, ce qui est pas le cas, hein, on intègre d'autres inputs dans notre prise de décision de gestion, on achetait progressivement dans la hausse du marché, et aujourd'hui on a presque la moitié des indicateurs qui sont au vert. D'accord. On entend beaucoup de commentateurs qui estiment que les marchés sont un peu manipulés, c'est-à-dire que la hausse finalement ne repose pas sur grand-chose. C'est-à-dire beaucoup d'interventions des banques centrales sur les montées de liquidités, mais bon, quel est ton point de vue là-dessus? Alors, c'est vrai que, et j'en ai fait des gorges chaudes sur LinkedIn, on a entendu beaucoup d'analystes, de commentateurs dire que finalement ce grand écart entre l'économie et les marchés n'était absolument pas justifié. On n'est pas de cet avis, tout simplement parce que d'abord, le comportement des banques centrales a de tout temps été important dans la lecture des marchés financiers. Alors c'est vrai que les outils utilisés sont relativement nouveaux, mais les cycles économiques ont depuis toujours été dictés par l'attitude des banques centrales. Donc aujourd'hui, se plaindre que les banques centrales manipulent les marchés, ça me paraît être un commentaire un petit peu déplacé, et qui n'aide absolument pas la compréhension des forces qui agissent sur le marché. Je rajouterais que si les marchés n'étaient guidés que par cette liquidité, alors on aurait une hausse sans doute un peu plus indifférenciée des marchés. Et si on prend si on prend ce slide-là, qu'est-ce qu'on voit? On a un slide qui est rebasé ici à 100 au niveau du plus haut des marchés, et on voit quand même un comportement très différent entre les grands vainqueurs depuis les plus hauts, que sont ici les emprunts d'État long terme américains, que sont ici l'or ou les valeurs technologiques qui sont voilà le Nice Fang Plus qui est ici en orange.
Voilà, et puis tout en bas, on a l'aérien, le secteur du tourisme, etc., etc. Donc, il y a eu vraiment une hausse très indifférenciée. J'avais un deuxième slide. Alors là, ce sont des performances relatives au S&P 500 de deux secteurs. En bleu, les valeurs Internet. En jaune, les mines d'or. On voit que par le passé, on est sur une période qui démarre à début 2019, donc il y a un an et demi. On voit que ces deux secteurs qui ont eu des comportements très différents et même très décorrélés euh, l'un de l'autre, en tout cas des performances relatives très décorrélées, et qu'on a une corrélation qui arrive à partir de la crise ici, et où on voit que ce sont vraiment les deux grands gagnants, puisque l'un représente pour les valeurs technologiques et les valeurs Internet plus précisément l'usage accéléré du digital, et l'autre représente l'afflux de liquidités au sein d'un portefeuille. D'accord. On peut effectivement, donc par rapport à ce que tu viens de dire, on peut effectivement penser que la reprise devant nous est pleine d'éléments assez positifs, et je pense notamment à ce qu'on peut entendre, c'est-à-dire une baisse a priori d'un possible reconfinement, une probabilité assez croissante de trouver un vaccin. Mais est-ce que ça la rend la tendance véritablement haussière, et surtout est-elle durable? Alors, je sais pas ce qui transparaît à travers notre discours, mais il ne faut pas que ce qui sera retenu, c'est un optimisme béat. Pas du tout. Effectivement, les indicateurs nous ont confortés dans un discours de racheter. Le discours vis-à-vis de nos clients, et je vois et je remercie certains d'entre eux qui sont connectés à ce webinaire, était de dire, OK, pendant la baisse, on ne fait rien, on ne vend pas et on n'achète pas non plus. On a mis en place ces indicateurs pour nous dire quand acheter. On a renforcé un certain nombre de positions. Est-ce que maintenant, il faut rester positionné fortement à l'achat en attendant un vaccin? C'est absolument pas notre discours, parce que effectivement, on peut estimer que lorsqu'on trouvera un vaccin, alors je suis pas épidémiologiste, je suis pas spécialiste. Ce qu'on entend, c'est que ça paraît chaud quand même pour avoir un vaccin cette année, que ça sera plutôt l'année prochaine ou peut-être en début d'année prochaine, mais que le tunnel jusqu'à là est quand même trop long, et qu'on aura sans doute d'autres sujets venant perturber la marche en avant des marchés financiers, et que l'histoire que nous racontent les marchés, c'est-à-dire reprise économique, déconfinement, c'est une histoire d'abord qui peut décevoir, parce qu'il n'est absolument pas dit que la reprise soit aussi vigoureuse, ce qui semble être implicitement joué par les marchés. Il n'est pas dit que l'emploi reparte très très vite. Je suppose que des chefs d'entreprise se concentreront plutôt sur le maintien de leur marge plutôt que de réembaucher, alors que le chiffre d'affaires de demain n'est pas assuré. Donc, difficile quand même d'avoir une vision très optimiste sur une reprise rapide. Et je le dis, le marché va s'intéresser à d'autres sujets qu'au Covid, et donc les perspectives ne seront pas qu'à Covid. Très, très joli rebond. Mais justement, je voudrais revenir un peu sur ce que tu disais de ces éléments un peu perturbateurs. Est-ce que les valorisations actuelles peuvent constituer justement un frein sur cette tendance haussière que le marché, pour l'instant, nous laisse un peu entrevoir quand même? Alors, les valorisations, c'est un outil qui est très intéressant, qui est très parlant. On dit, bah voilà, vaut mieux acheter un actif pas cher que cher, mais on ne sait pas exactement dire à partir de quel moment il est trop cher. Et donc, c'est un indicateur qui est extrêmement mauvais pour déterminer des points hauts ou des points bas de marché. Donc, les marchés sont évidemment trop chers. Je vais... Voilà. Sur le price earning 2020, on est remonté au record de 2000 quasiment. On est à 24 sur le S&P 500.
On est quasiment, accrochez-vous bien, à 70 sur le Russell 2000. Alors, donc, pour essayer d'être à peu près clair, on n'est pas capable de déterminer des points hauts de marché à partir de valorisation. 2, peut-être que ces valorisations sont justifiées par des earnings, des bénéfices qui sont sous-estimés. C'est ce qu'on reçoit comme message implicitement. Nous, on a du mal à valider ce message parce qu'on dit la reprise est sans doute pas aussi vigoureuse qu'attendue. Donc les résultats vont devoir encore être non pas révisés à la hausse, comme nous dit implicitement les valorisations, mais peut-être à la baisse. Et donc finalement, les PE sont peut-être plus élevés que ce qui apparaît ici. Et le troisième sujet, peut-être que le marché nous dit les valorisations vont être durablement très élevées parce que les taux sont bas et qu'il n'y a pas d'alternative aux actions et que finalement, alors je n'ai pas affiché un dividende yield, que acheter des actions avec un dividende autour de 2%, alors évidemment, là aussi, avec un gros point d'interrogation, parce qu'il y a quand même beaucoup de sociétés qui vont encore réviser leur distribution à la baisse. Donc, en synthèse, on n'est pas à l'aise avec les valorisations, mais on sait que c'est un mauvais outil, donc on l'utilise avec parcimonie. D'accord. Et je voudrais rajouter un autre point dont on entend parler de plus en plus et qui monte en puissance, c'est les problèmes de relations américaines et chinoises. Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, évidemment, à partir du moment où j'avais absolument ça en tête, lorsque je parle de narratif du marché et de dire que le marché ne va pas rester braqué sur le Covid jusqu'au début de l'année prochaine, le sujet des relations entre la Chine et les États-Unis sont, à mon avis, le prochain sujet qui va animer les marchés financiers et probablement animer les marchés financiers plutôt pour le faire corriger ou pour freiner sa hausse, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est à l'approche des élections américaines, que la Chine fera un excellent bouc émissaire pour expliquer la propagation du virus, pour expliquer la hausse exponentielle du chômage aux États-Unis. D'ailleurs, je crois que j'ai un petit slide à ce sujet-là sur le chômage. Non, je ne l'ai pas mis, mais je vous l'enverrai si nécessaire. Bon, le chômage américain est aujourd'hui à 14%. C'est autant d'électeurs. Donc, il est quand même probable que la pression sur la Chine monte. Et on a vu les décisions récentes, que ce soit autour de Huawei, que ce soit autour des sociétés et des universités qui ont été blacklistées aux États-Unis, que ce soit la relation avec Hong Kong, où les États-Unis ont dit hier qu'ils ne considéraient plus Hong Kong comme une zone autonome et que sans doute des mesures de rétorsion vont être annoncées dans les prochains jours, si ce n'est pas les prochaines heures. On sent quand même qu'ils font monter la pression. Et ce qui pourrait rajouter, ce qui rajoute à notre inquiétude, c'est qu'on n'aura pas de force de rappel par rapport à cette montée en pression, parce qu'on imagine mal le concurrent démocrate Biden de Trump prendre le contre-pied en disant mais non, les Chinois sont des partenaires tout à fait intéressants, il faut absolument travailler avec eux. Je pense que ça sonnera mal dans l'oreille de l'électeur. Donc on pourrait assister à une surenchère au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et ça, aujourd'hui, c'est en train à peu près de faire ni chaud ni froid au marché. Peut-être que l'indicateur, je me tourne vers l'autre écran, c'est pour regarder exactement le marché. L'indicateur qu'on peut regarder peut-être pour mesurer cette pression-là, c'est d'une part les métaux précieux dont on constate qu'ils ne baissent pas malgré cette perspective de reprise économique. Si les investisseurs croient à la reprise, alors ils devraient vendre l'or de manière un peu plus marquée, même si ça a consolidé ces derniers jours, c'est quand même pas grand-chose.
Ils devraient vendre l'or de manière plus massive pour acheter des valeurs cycliques ou autre chose. Or, on ne le voit pas. L'autre élément, c'est le comportement du yuan qui baisse progressivement et qui a redépassé les 7 dollars et qui est vraiment l'indicateur peut-être le plus intéressant pour mesurer cette pression sur la Chine et la réponse de la Chine à cette pression. L'autre peut-être, alors je parle des relations US-Chine, l'autre sujet dont on va parler, c'est évidemment les élections européennes, les élections américaines. Et on voit dans les derniers sondages que Trump a totalement perdu son avance, que même Biden est un petit peu en avance sur Trump. Bon, ça c'est une première chose. Alors on est rassuré effectivement que ce soit Biden et pas Warren ou Sanders. Mais si le Sénat devait basculer démocrate, avec un président démocrate, il n'est pas exclu qu'on ait une politique très à gauche. Alors très à gauche à l'échelle des Américains, hein, à l'échelle française, ça veut dire centriste. Hein. Mais très à gauche à l'échelle des Américains, qui là aussi fasse peur au marché. Donc je trouve que pour résumer, le regard qu'on porte sur les marchés, c'est de dire que l'histoire que nous racontent les marchés va évoluer dans les prochains mois, sans doute assez rapidement, et que on devient à ce titre-là un petit peu plus prudent, D'accord. Bah, à t'entendre, on constate qu'il y a encore pas mal d'obstacles devant nous. La question que la plupart des investisseurs pourraient se poser et pourraient te poser serait quelle diversification mettre en place justement pour se protéger dans les portefeuilles? Alors j'adore ce mot diversification parce que je pense que c'est un des mots les plus souvent utilisés et le plus rarement mis en œuvre intelligemment. Parce qu'aujourd'hui, la diversification qu'on avait l'habitude de mettre en œuvre, qui est la diversification géographique. Alors, je ne parle pas de la diversification en termes de classe d'actifs, hein. C'est un autre sujet, même si j'en ai dit un mot. Globalement, les portefeuilles sont en 3 poches: obligataires, actions et métaux précieux. Voilà. Aujourd'hui, on a 3 poches sur un portefeuille, disons, à peu près équilibré. 3 poches qui sont finalement pas tout à fait, mais pas loin d'être équipondérées. Donc, ça veut dire qu'on ne considère pas les métaux précieux comme un élément de diversification seulement, mais aussi comme un élément de performance. Maintenant, la diversification au sein des actions, donc je reprends le sens de ta question, c'est de dire que la diversification géographique, et il y a encore un tas de reporting qui présente les choses comme ça, qui me paraît tout à fait d'un autre temps. On a une autre lecture des marchés, on a une lecture à travers effectivement l'impact Covid dans les mois et sans doute les années à venir, qui est de dire il y a 4 catégories de secteurs ou de thèmes. Le premier, c'est les thématiques qui vont être portées par le Covid, mais qui ont déjà beaucoup surperformé par le passé, qui sont déjà très chères. Et évidemment, on pense avant tout aux valeurs technologiques. Et donc, cette poche-là, on a envie d'y être, mais vraiment de manière au laser. C'est-à-dire qu'on ne va pas acheter le Nasdaq dans son ensemble, on va aller chercher des sous-secteurs, ou on va aller chercher des valeurs technologiques dans d'autres zones géographiques. La deuxième poche, c'est des valeurs et des secteurs qui vont être portés par les conséquences du Covid. On pense évidemment à la politique monétaire, mais qui ont sous-performé au cours des dernières années. Et je pense aux métaux précieux qui ont surperformé depuis 12 mois, mais qui avaient sous-performé depuis 7 ans à peu près. Donc ça, c'est une autre poche. La troisième poche, c'est des secteurs, des thématiques qui sont impactés par le Covid de manière qu'on juge provisoire, pas trop, qui ne remettent pas en cause fondamentalement le business model, qui, elles, ne sont pas chères, qui ont sous-performé, voire très fortement sous-performé. Et on peut citer comme exemple le secteur du tourisme,
qui pourrait avoir sa place dans le portefeuille. Et le dernier secteur, c'est la dernière poche, ce sont tous les secteurs qui sont durablement impactés, qui sont tout à fait massacrés en bourse, mais auxquels on ne veut pas toucher parce qu'on estime qu'il y a une remise en cause totale du business model. Un exemple le plus parlant, c'est évidemment le secteur aérien, qui est, à mon avis, à réserver aux traders. D'accord. Écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais, alors justement par rapport à ces différentes thématiques dont tu viens de parler, tu pourrais nous montrer un petit peu tous ces résultats à travers les allocations? Alors, oui, bien sûr, on a préparé quelques slides sur les allocations. Je rappelle, on a 23 allocations qu'on peut mettre en œuvre dans un compte titre, dans un PEA ou dans un contrat d'assurance vie. Ces allocations ont eu des résultats, alors d'un point de vue absolu, il y a à peu près, alors si on les compte, je prends mon petit stylo, le niveau 0 est ici, donc on a 1, 2, 3, 4 allocations qui sont positives depuis le début de l'année, ce qui en soi déjà est excellent, et d'un point de vue relatif, si on se donnait des benchmarks, ce qu'on ne se donne pas parce qu'on trouve ça inutile dans le cadre d'une gestion privée, on aurait en relatif des résultats très satisfaisants dans l'ensemble. Alors bien sûr, il y a deux allocations qui ne fonctionnent pas cette année. On pourra répondre si vous avez des questions dessus. Mais avoir aujourd'hui une allocation qui est quasiment à plus 10 et qui n'est pas une allocation qui soit des emprunts d'État, bien évidemment, c'est une grande satisfaction. Je vous propose de faire trois petits focus sur 3 d'entre elles qui ont donné grandement satisfaction. La première, c'est on va faire un focus ici en 1 sur Protectaire, en 2 sur ici Futur, et en 3 sur volatilité. Voilà, donc je vous ai mis les performances en year to date et sur un an. Et puis, on a été faire un exercice qu'on n'avait pas l'habitude de faire, mais que finalement, je trouve assez intéressant. C'est d'aller prendre les classements. Là, on a pris le classement chez Cantalis. Et puis, de nous classer dans la catégorie qui nous paraît la plus adaptée par rapport à l'allocation. Là, on a pris l'allocation prudente et équilibre avec un SRRI de 3 et de 4, donc qui est le SRRI de Protectaire. Et on a vraiment la grande fierté de constater que depuis le début de l'année, sur un an, on serait, si on gérait un EPCVM, premier de la catégorie, donc premier percentile forcément, on serait premier et depuis le début de l'année et sur un an. Sur Futur, donc là, une allocation qui est 100% action, qui est tournée, alors je ne l'ai pas dit, pardon, mais si vous avez assisté au précédent webinaire, vous le savez, Protectaire, c'est une allocation qui a pour but de se protéger contre un risque de récession, donc éminemment adaptée dans la période actuelle, donc elle a bien fonctionné comme on attendait. Ce n'est pas forcément une allocation qui est inadaptée lorsqu'il n'y a pas de risque de récession, elle fonctionne juste d'un point de vue relatif un peu moins bien, mais là, dans un risque de récession, c'est juste du bonheur. Futur, ce sont des thématiques d'avenir à forte croissance, à forte visibilité. Donc évidemment, il y a des valeurs technologiques, mais pas seulement. On trouve d'autres secteurs et qui est donc positif depuis le début de l'année, qui se classerait 57e sur 750, donc le 7e percentile ou le premier décile, on aurait pu mettre également. Et puis sur un an aussi, on a des performances à 2 chiffres. Enfin, volatilité, j'avais un peu décortiqué le fonctionnement de volatilité la dernière fois, je vais pas le reprendre, mais c'est une allocation qui a vocation, alors qui elle-même est relativement volatile, on est autour de 20-22, donc équivalent à un bon marché action, mais qui a pour but de produire une performance supérieure au marché d'action, et c'est ce qu'elle a fait cette année, malgré, alors comme on a des coupes-circuits qui ont bien fonctionné,
on limite la baisse à 2% cette année, ce qui la classerait 78e sur plus de 600. Et sur 8 ans, on est à 286%, ce qui la mettrait deuxième sur 476. Et ça aussi, évidemment, on en est très très fiers. Voilà pour les 3 allocations. Ah, non, merci beaucoup. Bah, c'est nous qui vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. On tenait aussi à vous dire que ce webinaire est disponible en replay sur le site ETF Finance. On sera ravis en plus également de pouvoir échanger avec vous et de poursuivre cette discussion en one-to-one. Et on a hâte de vous retrouver pour notre prochain webinaire. Merci beaucoup, voilà. Merci à tous. Merci à bientôt, portez-vous bien et à très vite. Merci bien, au revoir. Au revoir.